Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans l'Odyssée de nos vies. En 45 minutes, j'essaierai de comprendre les combats d'une existence que je découvre en même temps que vous. L'Odyssée de nos vies, c'est pour se rappeler qu'il suffit d'écouter quelqu'un suffisamment bien et longtemps pour se rendre compte que c'est un héros. Pour faire briller cette émission, vous pouvez lui accrocher de belles étoiles sur les applications de podcast, mais les likes, les partages et les commentaires, c'est aussi pas mal. Je connais quasiment rien de vous, Mélanie. Je sais votre âge. Je sais 2, 3 choses que vous avez dû affronter dans votre vie, mais ça se limite à ça et je suis impatient de vous connaître. Quel est votre âge, Mélanie, et quelles sont pour vous les choses importantes dans votre vie à l'instant T? Alors, du coup, j'ai 25 ans, 26 dans quelques mois. Et les choses importantes pour moi dans la vie en ce moment, je dirais énormément le chant, la danse et le fait que j'ai repris des études de psychologie. Justement, j'entre en master de TCC là dans une semaine. Et Waouh, le fait félicitations! merci. Le fait d'aider les autres, justement, comme je le fais avec des posts sur Instagram ou ma chaîne sur YouTube, où je parle de mon vécu, justement, par rapport à la santé mentale, où je la déstigmatise pour que plus de personnes puissent avoir accès aux solutions et se sentir moins seules. Alors, c'est vraiment un archétype, la personne qui a eu des soucis dans sa vie, soucis médicaux ou de santé mentale, et qui ensuite a décidé de les combattre pour soi et ensuite d'aider les autres. Oui. On croule sous les noms d'excellents thérapeutes, d'excellents psys, d'excellents médecins qui ont eu ce parcours. Je vous souhaite le même. Merci. Euh, quelle est, euh, quelle est cette chose contre laquelle vous vous battez? Alors du coup, moi j'ai un trouble de la personnalité borderline, j'ai un TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et j'ai fait Alors une pour vous, grosse. c'est avec hyperactivité ou sans hyperactivité? Alors pour moi, c'est sans hyperactivité. Ça va être surtout au niveau mental, mais au niveau physique, ça va encore. D'accord. Même si parfois je tiens pas trop en place quand même pendant des films ou autres, c'est pas à ce point-là. D'accord, vous n'avez pas tout le temps la bougeotte, vous n'êtes pas à 200 Non, km/h sur l'autoroute, vous non, n'êtes pas obligé de faire du sport matin, midi et soir et de oui, taper dans un petit bol. Non, non, bon, très bien. c'est pas ça. Alors, juste, 2 petits mots, hein, pour expliquer, ces termes. Alors déjà, vous avez choisi et je trouve ça génial, dans votre profil, les TCC, ce qu'il y a de plus concret comme approche thérapeutique. Mmh C'est mh mh. vous voyez à peu près Freud, le divan, bah, vous imaginez le contraire, c'est ça les TCC. Les TCC, c'est des thérapies qui ont été testées scientifiquement et qui continuent à l'être. Ce sont des protocoles de soins, ce sont, des exercices, c'est vraiment du pratique, du pratique, du pratique et Mmh. l'avantage, c'est que ce sont des thérapies qui, pour beaucoup de pathologies, sont sûres et contrairement à ce que l'on pense, permettent de garder, de conserver, ces progrès. Donc ce sont des thérapies extrêmement utiles et je souhaite qu'il y en ait encore davantage, en France et que, les psychologues qui sont formés au TCC deviennent de plus en plus concrets et attachés aux exercices. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc ça, Mmh. c'était juste pour expliquer un petit peu ce qu'était les TCC. Ensuite, le TDAH, c'est un trouble de l'attention hyperactif ou non hyperactif, c'est-à-dire, en gros, vous imaginez quelqu'un qui serait tout le temps sous cocaïne. Voilà, quelqu'un qui aurait une énergie de folie pour penser, pour bouger. Alors ça, c'est une caricature, mais c'est un petit peu ça et ça va souvent de pair avec des problèmes de concentration. Donc en général, l'hyperactivité va avec des problèmes de concentration et on en parlera parce que c'est vrai que quand on voit une jeune femme, posée, on n'a pas l'impression d'avoir quelqu'un qui a la bougeotte et qui arrive pas à se concentrer. Alors pour la personnalité borderline, ça va être beaucoup plus compliqué et je vais vous laisser nous l'expliquer. C'est un problème qui est assez courant dans la population. Il y a certainement parmi les gens qui nous écoutent, des personnes, qui ont ce trouble, de la personnalité et qui ne le savent pas, qui vont peut-être se retrouver, dedans et pour ceux qui n'ont pas de trouble de la personnalité borderline, sachez que, il y a tellement de traits différents dans ce trouble.
du stress, du manque de confiance en soi, de la dépendance amoureuse, ça peut aller avec des insomnies, ça peut aller avec par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Il y a tellement de choses que forcément vous allez vous y retrouver aussi et apprendre des choses passionnantes sur vous-même. Quand est-ce que vous avez, compris que vous aviez ce trouble de la personnalité et borderline, ce qu'on appelle les états limites? Mmh. Et est-ce que vous êtes capable, de nous expliquer ce que c'est? Parce que ça a beau être très courant, j'ai beau avoir des patientes et des patients qui ont ce trouble et qui doivent être accompagnés évidemment par un médecin en parallèle, eh bien, j'aurais beaucoup de mal à expliquer, ce que c'est. OK. Alors, Défi accepté? oui, accepté. OK, très bien. Alors du coup, j'ai découvert, enfin réalisé que j'étais borderline il y a, à peu près 3 ans, je dirais 2 ans et demi, Mmh. 3 ans. Ça s'est passé justement, en consultant une psychiatre pour la première fois parce que j'ai fait une grosse dépression et donc en allant la voir et au fur et à mesure des consultations, en fait, au bout de quelques mois, elle m'a dit que justement, elle pensait à ce diagnostic-là depuis le début et qui s'est avéré. Voilà, elle m'a diagnostiqué. On a justement, travaillé là-dessus aussi après en psychothérapie, puis surtout moi-même énormément pour me sécuriser, apprendre à connaître le trouble et apprendre à m'en distancier pour plus que ça régisse en fait, toutes mes réactions émotionnelles, mon impulsivité et cetera. Et alors on est comment quand on a un trouble de la personnalité borderline? Qu'est-ce qui est différent chez nous? Alors, déjà, c'est un trouble de l'attachement, donc ça vient à la suite de traumatismes qui sont répétés dans l'enfance et c'est un Mmh. trouble, en fait, dans lequel on va avoir, pas mal de difficultés dans les relations interpersonnelles. En général, plus on est intime avec les gens, plus ça se manifeste fortement. Moi, c'était beaucoup dans les relations amoureuses qui se sont, du coup, terminées à cause de ça, que j'ai vécu, depuis plusieurs années. Ça va être des difficultés dans les relations, donc Ça veut interpersonnelles. dire quoi concrètement des difficultés? Ça veut dire, Alors être peur d'être abandonné, avoir de la jalousie, parfois beaucoup de dépendance amicale, amoureuse, finalement avoir des émotions comme tout le monde, mais plus fortes, qui durent plus longtemps et qui c'est sont ça. plus envahissantes, c'est à quoi ça ressemble? C'est exactement ça, en fait. C'est, justement une activation émotionnelle déjà qui est plus forte, plus intense et qui dure plus longtemps que la plupart des gens. Donc par exemple, quelque chose qui, frustrerait juste un petit peu quelqu'un de normal, on va dire, je veux dire sans trouble borderline, parce qu'il Mmh. y a pas de normalité, à part statistique. Mais, quelque chose qui frustrerait quelqu'un qui n'est pas borderline justement, bah, au bout d'un moment, ça finit par passer. Pour quelqu'un de borderline aussi, ça passe, sauf qu'en attendant, ça nous a fait monter extrêmement vite, extrêmement fort, et que c'est vraiment plus dur à faire redescendre. Et pareil Ouais, dans les relations, ça va pardon, peut-être passer après une crise d'angoisse, une crise de colère et une crise de larmes, par exemple. voilà, c'est ça, c'est Et qu'il y a une besoin dispute de monter. phénoménale avec un ami ou son petit ami, ce genre de choses. Vous pouvez nous donner un exemple vécu de par exemple, des tours que ça vous a joué dans vos couples ou Oui, avec oui, oui. vos amis? Ou Alors dans votre famille justement, peut-être? moi, ça se manifeste encore plus dans les relations amoureuses, vraiment, sinon dans le reste. Alors j'ai vu une question juste, si je peux me permettre Bien d'y sûr, répondre. allez-y Mélanie. Quand vous disiez ça, donc Sonia qui demande, ça se rapproche un peu de l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, il faut savoir que déjà, c'est pas un diagnostic psychologique ou psychiatrique et que ça peut aussi justement venir de traumatismes et être lié à de la dérégulation émotionnelle. Donc le fait que justement on sache pas forcément gérer tout ça. Donc justement, oui, quand on est borderline, c'est une hypersensibilité, c'est un trouble de la régulation émotionnelle en fait qui fait qu'on monte plus vite, plus fort. Mais c'est pas parce que, on est hypersensible qu'on a forcément non plus un trouble de la personnalité Pas du borderline, hein. tout. Par contre, non. Et même si on n'est pas sur une définition effectivement qui est, de psychopathologie, bon, bah, quand on est hypersensible, c'est un ressenti très clair, c'est une différence et je trouve que c'est, un axe malgré tout intéressant sur lequel échanger. Hem, quel tour alors ça vous a joué quand vous étiez en couple? Alors, ça a pu être notamment, comme vous disiez tout à l'heure par rapport à la peur de l'abandon qui est vraiment très, très forte, ça a été, pendant le covid justement, moi je travaillais j'étais dans une ville où j'étais pas de base, donc j'étais avec mon conjoint de l'époque et en fait, lui, il faisait sa journée en télétravail, il avait son entreprise, il fait sa journée et en fait, moi de la journée, étant donné que j'étais serveuse à cette époque-là, je travaillais pas. Donc toute la journée, je m'occupais, je faisais des choses
Et à la fin de la journée, quand lui, en fait, avait terminé, il avait envie d'avoir ce petit sas de décompression et de se poser, d'être un petit peu seul. Et en fait, s'il venait pas tout de suite vers moi après et qu'on passait pas vraiment du temps ensemble de qualité juste après, je me sentais abandonnée, mais à un point où j'en avais vraiment des douleurs dans le cœur. Physiquement, j'avais vraiment mal au cœur. Et je suis Mhm. déjà partie en crise de larmes à marcher dehors pour résister un peu à tout ça parce que c'était vraiment un sentiment d'abandon mais horrible et ça fait partie justement d'un des critères de diagnostic qu'on peut avoir en étant borderline. Et vous lui disiez, vous le gardiez pour vous? Je pense que sur le moment, étant donné que j'étais pas diagnostiquée, j'avais pas conscience de tout ça, je lui exprimais et il voyait bien avec toutes les crises que je faisais, mais il savait pas d'où ça venait en fait. Il voyait juste la réaction émotionnelle que je maîtrisais pas. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est quand on est de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est de la simulation, que Alors c'est un petit peu du théâtre, qu'on fait une scène, qu'on c'est pas sérieux quoi, ça c'est un peu ridicule, c'est trop, ça tient pas debout. Mais non, 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 hein, quand une personne borderline le vit, c'est très, très réel et c'est ah oui. extrêmement, extrêmement puissant. Mmh, Et mmh, est-ce que mmh. je peux vous demander, les traumatismes la maltraitance, ou les violences qui ont fait que vous avez développé, ce trouble? Oui, oui, oui. Alors du coup, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Il faut savoir que c'est surtout quelque chose, ça va pas être un traumatisme, une fois, mais ça va être par exemple, tout un contexte de vie. Donc je sais que j'ai eu une Mmh. enfance vachement sécurisante quand même. J'avais déjà justement témoigné là-dessus, dans une autre interview où il y avait, justement, mon père il y avait des violences conjugales en fait envers ma mère, dont j'étais témoin. Avec mon frère, on hurlait en fait pour que ça s'arrête, pour les séparer. Donc ça, c'était vraiment horrible à vivre. On avait le réflexe d'aller, je lui criais appelle la police, on avait le numéro comme ça et on courait vers le téléphone. Une fois j'ai cru que ma mère était morte justement parce qu'il l'avait secouée, donc c'est vraiment des choses comme ça avec un père qui était très colérique, qui se remettait jamais en question, qui savait vraiment pas gérer ses émotions, à qui on n'osait rien dire. J'avais extrêmement peur de lui, j'ai toujours eu peur de lui jusqu'à il y a quelques années, au lieu de lui dire tout ce que je ressentais vis-à-vis de lui, mais c'était vraiment un contexte insécurisant comme ça auquel on a rajouté justement du harcèlement scolaire. Et puis ma mère Ouais, aussi qui a fait ce qu'elle pouvait pour faire face à ça et qui des fois à des moments gérait pas forcément ses émotions et on fait des choses qui ont aussi pu nous marquer mais parce qu'elle elle savait pas comment se sortir de cette situation en fait avec mon ouais, père elle quoi. devait se sentir complètement dépassée et C'est puis ça. c'est pas étonnant qu'à la fois les émotions puissent se dérégler dans un contexte de telle violence et puis Mmh mh. aussi que vous ayez autant peur de l'abandon parce que, Oui. dans cette situation-là, il y a 2 épées de Damoclès, hein. Il y a la peur de perdre sa maman et Mmh puis il y mh. a la peur de rester avec son père. Mmh mh Il y mh. a les 2 et donc C'est c'est ça. pas étonnant qu'ensuite il y a un énorme besoin de réassurance, de sécurité, de preuves d'amour, Oui, oui, d'amitié et oui. cetera et on le comprend d'autant mieux. Et cette dépression que vous avez faite plus tard, Mmh heu, mh. est-ce que vous en avez un peu, démêlé les causes ou est-ce que vous avez une petite idée de l'origine? Ça peut être simplement, en fait, votre trouble de la personnalité, hein. C'est-à-dire que de toute façon, ça crée Ouais. tellement de stress, de manque de confiance en soi, de pensées dévalorisantes que, au bout d'un moment, on s'use, on s'anesthésie et ça peut créer une dépression et les gens qui souffrent de ce trouble ont beaucoup plus de dépression. Malheureusement aussi, une probabilité, de suicide qui est très importante, 10 à peu près des Mmh personnes mh. borderline. Donc c'est à la fois un problème qui est, à mon sens, normal malgré son nom. Je d'ailleurs un peu de mal avec cette, idée de côté borderline. Je ne vois pas en quoi on se rapproche de la folie, dans la personnalité borderline. Je vois la violence, la puissance, la folie, un petit peu plus Non. de mal. Oui, non, c'est pas de la folie de toute façon, c'est juste un trouble psychiatrique avec des critères. Enfin, je pourrais en parler juste après, mais par rapport à la dépression, oui, j'ai vraiment analysé d'où elle était venue et donc du coup, moi, c'était vraiment, par rapport à cette enfance insécurisante, en fait, pour moi, c'était la norme, en fait, l'insécurité, l'instabilité émotionnelle et c'est en rencontrant donc mon ancien conjoint, mon ancien chéri, qui était quelqu'un de sain justement, où ça m'a fait complètement, en quelque sorte, perdre mes repères et où moi, je testais vraiment la relation par peur qu'il m'abandonne.
j'avais inconsciemment, je pense, l'impression de tellement pas pouvoir être aimée, mériter d'être aimée suite à ce que j'ai vécu dans l'enfance et au harcèlement aussi que j'ai vécu au collège, que du coup, je testais tout le temps la relation et ça m'a procuré énormément d'anxiété. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC, des TOC qui sont d'ailleurs très peu connus dans tout ce qui est les pays francophones. On n'en parle pas assez, mais c'était essentiellement le TOC du couple. Donc le fait de douter constamment qu'on aime la personne avec qui on aime est un point maladif. Et aussi ce qui s'appelle Alors la jalousie. Dites-moi. souvent, oui, souvent on peut aussi parler de phobie d'impulsion. On est dans quelque chose qui est proche, c'est-à-dire la peur, c'était quoi? Vous aviez peur d'être quitté ou la peur de quitter? C'était même pas la peur de le quitter, c'était en fait, je me posais tous les jours la question de est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas vraiment, Mmh. mais j'ai été attirée par telle autre personne, donc ça veut dire que je l'aime pas forcément, et c'est vraiment des questions qui sont comme ça en boucle toute la journée, où on se réassure en parlant à ses amis, en regardant tous les sites internet ou les magazines avec des petits questionnaires un petit peu bêtes, l'aimez-vous vraiment ou des choses comme ça, pour savoir si vraiment on aime cette personne ou pas, et ça rend fou, Mais quoi. est-ce que vous aviez des rituels, au-delà Oui. peut-être du fait de faire des recherches sur internet? Est-ce que, je sais pas, vous deviez vous dire des choses dans la tête, répéter 10 fois «je l'aime», ou je sais pas, par exemple, l'embrasser tant de fois ou est-ce que vous aviez des rituels? Sur ça, c'était pas les rituels, les compulsions, c'était vraiment dans la réassurance, en fait, que ce soit à travers, des discussions avec d'autres personnes ou faire des recherches constamment, mais c'était pas des rituels physiques comme j'ai pu avoir dans d'autres. Juste aussi une petite remarque, hein, si, vous connaissez une situation de violence conjugale, si vous êtes face à quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, si vous connaissez des violences verbales de quelque manière que ce soit, intéressez-vous au profil des pervers narcissiques. Ce sera une clé de compréhension extraordinaire. Ça va vous déculpabiliser. Vous allez comprendre de quelle manière on vous retourne le cerveau pour que vous sentiez, vous, coupable. Ce sont des gens très particuliers et vous me direz si votre père ressemblait à ça. Ce sont des gens donc qui souffrent le chaud et le froid, un coup sympa, un coup désagréable, qui ne se remettent jamais, mais jamais en question. Ce sont des personnes qui sont incapables de collaborer, de comprendre que donner est dans leur avantage et ce sont des personnes en général qui sont beaucoup dans la culpabilisation. C'est pas systématique, parfois ce sont des gens qui se font passer pour des victimes ou pour des gens extrêmement séduisants mais voilà, les grands traits, c'est ça. Est-ce que votre père correspondait à ces traits-là? Alors ça Oui, veut oui, pas dire oui. qu'on va pas mettre un diagnostic dessus, mais simplement, voilà, si vous connaissez des violences verbales, si vous connaissez des gens qui souffrent le chaud et le froid, que ce soit à l'école, que ce soit au travail ou que ce soit, dans votre vie privée, hein, penchez-vous là-dessus, hein, ça libère. Mmh mh. Hem, donc pardon, je vous ai interrompu, on parlait de l'installation de votre dépression. Oui, oui, oui. Donc c'était suite à tous ces TOC en fait, qui étaient devenus invivables. J'étais épuisée, j'en pouvais plus et je savais que c'était des TOC, des troubles anxieux, et donc j'avais cherché une clinique, où je vivais justement qui se chargeait de la prise en charge, enfin qui prenait en charge, pardon, les troubles anxieux, et j'en avais trouvé une, et c'est là où je suis arrivée devant cette psychiatre où j'étais complètement effondrée, même Mmh. si ça se voit pas aujourd'hui parce que c'est vrai que je vais beaucoup mieux par rapport à pas mal de choses. Et donc c'est là qu'elle m'a prescrit, à la suite de ça, des antidépresseurs, et qu'on a traité, cette grosse dépression que j'ai faite, oui, à cause de toute cette anxiété, en fait, qui était procurée par les relations amoureuses en étant borderline. Là, c'est hyper intéressant parce que, hem, quand on va vraiment très, très mal, Mmh mh. heureusement qu'il y a les psychiatres et heureusement, qu'il y a les hospitalisations. C'est la dernière chose qui vous récupère Oui, avant, oui, le suicide ou avant oui. Mmh mh. de vous retrouver à la rue. Mais quand on le vit soi-même, c'est terrifiant cette idée. Les 2 peuvent être terrifiants. L'idée de se retrouver enfermé, l'idée ça ne veut rien dire, la plupart des gens le réalisent consciemment, mais l'impression d'être fou si on est obligé d'être Oui, hospitalisé, alors que c'est oui. simplement une manière de vous préserver, d'éviter que vous fassiez du mal, de vous permettre Mmh de vous mh. reposer malgré vous et de vous donner des traitements suffisamment efficaces pour que vous puissiez reprendre votre vie. Mais c'est assez terrible à vivre. Comment avez-vous trouvé le courage, d'être hospitalisé? Ou bien simplement, il y avait pas le choix quoi et vous le ressentiez.
Alors moi, c'était justement en hôpital de jour, donc c'était des consultations en fait qui se faisaient de jour, mais j'ai pas été hospitalisée, D'accord. voilà, j'ai pas été en clinique ou autre, mais s'il l'avait fallu, je pense que je l'aurais fait. Mais j'ai quand même beaucoup ressenti cette peur en fait d'être folle justement en fait. J'avais vraiment avant tout ça, bah, je pense qu'on est dans une société qui est tellement aussi psychophobe, où on parle un peu de santé mentale, ou des gens comme des fous, ça donne pas forcément envie de se dire qu'on peut avoir besoin de cette aide-là. On a peur de rentrer dans cette case-là. Et c'est vrai que le premier jour, je me rappellerai toute ma vie où je suis rentrée dans cette clinique, euh, j'avais pas envie de prendre un traitement. Pour moi, c'était hors de question au début. J'étais complètement anti-médicaments. Je voulais pas que ça me change et j'avais peur de me dire que je fais partie des gens qui en ont besoin. En fait, j'avais pas envie de tout ça, mais j'ai bien Qu'est-ce vu que je ne pouvais rien qu'est-ce qui faire vous d'autre. faisait peur dans les médicaments alors? C'est Dans les vous aviez peur que médicaments, ça vous change, que ça change votre personnalité, c'est ça? oui, j'avais peur aussi d'être dépendante, d'en prendre toute ma vie. Et ça, en fait, c'est des choses que j'entends parfois. Et c'est pour ça que j'en parle justement sur YouTube ou sur Instagram pour que les gens se rendent compte que non, des antidépresseurs, c'est pas quelque chose qu'on prend, c'est pas quelque chose qu'on donne pour être pris à vie. En fait, c'est juste une béquille à un moment où c'est la seule chose à faire. En fait, entre être en dépression et prendre un traitement, bah, sur le moment, j'ai 1000 fois choisi de prendre un traitement. Et je conseille à toutes les personnes qui souffrent à ce point-là et qui s'en font proposer, bah, d'oser sauter le pas parce qu'en fait, on peut pas être pire qu'en dépression, on ne peut pas être dans un pire état de santé qu'en dépression. Donc, Mmh. Mais, faut dire aussi que quand on est en dépression, on a des pensées qui très fortes, qui nous font dire que de toute façon on s'en sortira pas. c'est ça, c'est pour ça. Et et même si une partie de nous est consciente et se dit: «Mais si, j'ai lu qu'on pouvait se sortir de la Mais oui, dépression au bout de tel temps, ou que les antidépresseurs pouvaient être efficaces». Non, non, il y a une sorte d'acharnement sur soi-même, qui est lié à la maladie et d'ailleurs je oui, pense oui, qu'il faut assumer, le terme de maladie pour la oui, dépression. oui, Une petite remarque, vous voyez, ce que vous nous regardiez en live ou que vous nous écoutiez, en face de vous, vous avez un psy qui n'est pas médecin, donc qui aime pratiquer des thérapies qui passent par des exercices, par l'hypnose et qui part du principe que si on peut traiter quelque chose sans médicaments, c'est bien. Et en face de vous, vous avez une jeune femme, vous me l'avez dit tout à l'heure, qui était plutôt à une époque même un petit peu dans les complots et dans des inquiétudes de ce type et qui était vraiment oui, hyper réfractaire, heu, oui, face aux médicaments. Donc on va dire que et moi et vous, on peut pas être sujet à caution, quoi. On n'est pas on n'est pas acheté par le lobby pharmaceutique. Je vous promets que ce ah oui, live n'est vraiment. pas soutenu par, Bayer ou par je ne sais quel groupe de ce genre. Hem, mais il y a une polarisation en France qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que vous avez des pro-médicaments, comme vous avez des anti-médicaments, comme il y a des pro-vax et des anti-vax et c'est tellement polarisé qu'on se dit plus qu'il y a peut-être une mesure à avoir un entre-deux, qu'il y a peut-être aussi que ça dépend des situations. Moi, j'ai une philosophie qui est vraiment très, très simple, donc c'est si c'est un problème qu'on peut traiter par la psychothérapie, moi j'utilise surtout les psychothérapies brèves, donc ces thérapies qui sont efficaces, où on fait travailler le patient beaucoup, très pragmatique, qui se passe sur des temps courts. C'est assez proche des TCC, c'est juste, voilà, sur des temps un peu plus courts et j'utilise l'hypnose. Bon, si on peut faire ça et que sur des sujets qui marchent bien, ben, on le fait. Traiter le stress, c'est facile. Certaines formes de dépression, on y arrive très, très bien. Même on travaille bien sur les TOC, les crises d'angoisse, les phobies. En fait, tout ce qui tourne autour du stress, on arrive à travailler très bien dessus. Mais parfois, c'est le corps qui va mal. Parfois, il y a quelque chose qui dépasse, eh bien, les capacités qu'on peut avoir en psychothérapie, tout le courage du monde et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire: «Ouais, bon, allez, Mmh, mmh, mmh. il y a une maladie, faut la traiter. On prend un médicament le temps qu'il faut, d'une manière intelligente pour pouvoir les arrêter ensuite, s'il est possible de les arrêter ensuite, parce que certaines pathologies nécessitent de prendre des médicaments, au long cours. Tant mieux, hein, c'est quand même mieux que de souffrir, hein. C'est pas si je veux dire, la balance avantages-inconvénients, elle est vite faite. Hem Et puis ensuite, ça peut aussi servir d'une manière conjuguée avec la thérapie. C'est parfois, par exemple, je vais donner un exemple très simple, les TOC.
la plupart des gens qui ont des TOC, ça se déclenche d'une manière assez similaire aux phobies ou aux crises d'angoisse. À un moment, ils se sentent mal, ça crée un pic de stress. Pour lutter contre ça, ils se mettent à faire des rituels parce que ça les soulage, mais finalement les rituels deviennent de plus en plus obligatoires et créent du stress et à partir de là, ça se met en place et ça se développe. Bon, il y a des gens chez qui une thérapie brève ou des TCC, ça va marcher impeccablement et chez d'autres personnes, pour une raison qu'on n'explique pas, ah, il faudra des médicaments en plus et mon souhait, voilà, je l'adresse à l'univers, c'est que les médecins dirigent plus vers la psychothérapie et que les psychothérapeutes dirigent plus vers les médecins. Mmh, mmh mh. C'est primordial. Voilà. Pardon, j'étais un petit peu long sur ce sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais Oui. surtout pas être caricatural pour pas qu'on me traite de pro-médoc, après ou je sais pas quoi, de dealer parce que ça crée forcément des dépendances, voilà, ça crée pas forcément des dépendances, mais hem, quel effet sur vous les antidépresseurs? Ça a marché Mmh. comment? Ça m'a tellement aidée. J'ai retrouvé goût à la vie, je faisais des insomnies ou alors après, je faisais des hypersomnies où je dormais jusqu'à 14 heures. J'étais incapable de sortir du lit, j'avais envie de rien. J'étais vraiment mais vide, enfin, j'avais envie qu'on m'enterre en fait. Je il y avait plus rien et j'ai retrouvé goût à la vie en fait. Ça m'a vraiment sauvée, c'était incroyable. Et vous l'avez pris pendant combien de temps? Alors je l'ai pris, avec le TDAH, j'ai un peu une mauvaise notion du temps, mais en tout cas là je les prends encore, on est en train de diminuer justement pour aller sur un arrêt. Hem, Ça doit faire, 1 ou 2 ans, je sais plus, mais parce qu'il y avait à la fois pour les TOC, pour le trouble borderline, enfin on m'a diagnostiqué d'un peu tout en même temps et c'était un moment de ma vie où j'étais vraiment très mal donc on a préféré avoir, cette petite béquille parce que j'en avais besoin en fait, Oh, voilà. petite béquille, bonne béquille Mmh. costaud, un bon plâtre pour se ressouder en Oui. dessous, ouais, ouais, non costaud quand même. Parce que ce qu'on sait pas forcément, c'est que, les antidépresseurs, ça soigne donc cette anesthésie, ce vide qu'on a en soi, ce manque d'envie, cette tristesse, cet Mmh mh. acharnement. Mais vous avez aussi des antidépresseurs qui soignent l'anxiété et qui vont être efficaces avec les phobies ou avec les TOC et cetera et donc si c'est bien choisi, Oui, on fait d'une pierre deux coups et puis c'est ça. souvent, bah, ça va rétablir aussi des problèmes au niveau du sommeil, enfin ça va être assez génial et il y a 2 raisons pour lesquelles on conserve, assez longtemps les antidépresseurs. La première, c'est que ça prend du temps avant d'être efficace, 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, ça progresse, mais il faut pouvoir bénéficier des progrès pour alors, Ouais, c'est qu'une image, mais d'une certaine manière, changer sa manière de penser, de vivre pour réapprendre à être bien et donc c'est ça. c'est voilà, faut pas l'arrêter au bout de 3 mois, faut pas le prendre un Ah jour bah non. sur 2 et arrêter les antidépresseurs quand on le fait progressivement, en général, c'est pas très compliqué et puis surtout, ce qu'il faut, c'est s'il y a une psychothérapie en parallèle, bah, comme on se sent mieux grâce à la psychothérapie, ça permet de enfin voilà, c'est en quelque sorte, le psychothérapeute, c'est le kiné, le médecin, c'est celui qui a fait le plâtre. Bon, bah, voilà, ou qui donne la béquille, c'est mieux là, c'est pas terrible ma métaphore. Voilà, le médecin a donné la béquille, le psy, c'est le kiné, évidemment, vaut mieux renforcer la force de la jambe avant d'enlever la béquille. Je suis en C'est train de me ça. perdre dans cette métaphore, ça devient complètement Non, mais elle brouillon. est très bien, c'est exactement ça, le Mais combo oui, des mais 2. s'il avait été résumé et sans bafouillis, ça aurait été quand même un peu mieux. Mais je vous remercie. C'est vous bah, on voit que vous avez le talent de psychologue en vous. Vous me permettez de me sentir moins bête après. Merci Mélanie. Vous avez bien choisi votre vocation. Hem et qu'est-ce qui fait que maintenant, bah, vous en parlez, des antidépresseurs? Puis je trouve ça aussi qu'est-ce qui fait que vous parlez vraiment d'une manière très sincère, libre, directe, simple, clair, à la fois de vos pathologies ou troubles, pardonnez-moi si j'utilise le mauvais terme, et puis ensuite de ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a aidé. Qu'est-ce qui fait que quel a été le déclic? Parce qu'il faut oser en parler. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Tout à l'heure, vous disiez qu'on était psychophobe. Je crois que ça a beaucoup changé.
On a tellement vu d'émissions avec des gens qui avaient des TOC, des dépressions, des crises d'angoisse, des phobies, que maintenant la culture générale est assez vaste et que finalement les gens en parlent beaucoup plus, librement. On culpabilise moins à l'idée d'aller voir un psy, il était temps. En revanche, oser prendre des antidépresseurs, avoir un psychiatre, c'est toujours un peu compliqué, même si, très clairement, les psychiatres ne manquent pas de patients, hein. C'est bon, hein, il y a Mmh une mh. belle liste d'attente. Donc qu'est-ce qui fait que vous en parlez aussi librement? Je trouve ça super, je trouve ça génial. Merci. Ce qui fait que j'en parle aussi librement, je pense que c'est que j'aimerais être la personne que j'aurais aimé être pour moi et j'ai envie de transmettre justement tout ce qui m'a aidée. J'ai envie que les gens se sentent pas seuls, j'ai envie que les gens comprennent que ce qu'ils vivent, ils sont pas les seuls à le vivre, qu'il y a des solutions qui sont possibles. J'ai vraiment envie de donner ce message d'espoir-là, de faire que les gens se sentent moins seuls, de transmettre, je trouve que c'est super important. Enfin, en tout cas, moi, ça me tient vraiment à cœur de parler avec honnêteté, spontanéité de ce que j'ai pu vivre pour que d'autres personnes puissent se dire voilà, qu'ils sont pas seuls. Il y avait une citation qui disait que les hommes se ressemblent par rapport à ce qu'ils cachent. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était mais c'était sur le fait que là, c'est le TDAH qui part dans tous les sens. Parce que j'ai Non, pas c'est pris de bon, Ritalin aujourd'hui. ça ne se Pardon? ça ne se le côté, trouble de la concentration ne se sentent absolument pas dans votre discours, hein, rassurez-vous. Il y a Ah, vraiment, voilà. Là, c'est moi, je le pas sens. perceptible. En tout cas, c'est super bien masqué, hein, si et d'ailleurs, vous m'avez dit alors tout à l'heure que vous preniez aussi, des médicaments pour vos troubles de Oui, l'attention. C'est oui, quoi ce oui. que vous prenez? C'est de la Ritaline justement, pour arriver à se concentrer, en fait, le traitement pour le TDAH. Il y a plusieurs médicaments, c'est ceux avec quasi la même molécule, et voilà, Donc moi, en c'est la fait, Ritaline. c'est des amphétamines, vous voyez? Ça peut faire peur à ceux qui n'ont pas de TDAH, donc une sorte de drogue. Sauf que quand on est quand on a un TDAH, ça permet d'être bien et d'être concentré et d'avoir une vie normale. C'est un effet différent. Pareil, pourquoi se priver d'une molécule qui a pas trop d'effets secondaires et qui permet de bien vivre? Parce que, vous Ça. voyez, quelqu'un qui prend cette molécule, bah, voilà, il va pouvoir poursuivre ses études, sinon ce sera compliqué, travailler, sinon ce sera compliqué et cetera. Je crois que sur des problématiques aussi importantes que la santé mentale, il faut mettre de côté ses préjugés, pas être pour, ne pas être contre et simplement se dire: «Rien n'est parfait, comment puis-je faire au mieux? Qu'est-ce qui va être» et j'assume la faute de français, «qu'est-ce qui va être le moins pire?» et d'assumer, d'avoir cette philosophie. Mmh mh mh. Hem on demandait dans le chat ce que sont les TCC, thérapie cognitive et comportementale, ce qui veut dire que je les ai fort mal expliqués. Comme ça va être votre spécialité, Mélanie, je vous laisse l'expliquer à ma place. Je vous file la Non, c'est patate pour chaude. quelqu'un qui est arrivé après, je pense. C'est des thérapies justement qui sont assez concrètes, qui sont prouvées scientifiquement, et pour pas mal de troubles justement, où on va donner des exercices au patient pour le rendre acteur de sa thérapie. C'est vraiment l'inverse, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, je reprends vos mots, de tout ce qui est psychanalytique, où ça va être plutôt, la personne qu'on va laisser parler, parler et parler avec un psy qui intervient très peu. Là, on va pouvoir justement répondre aux patients, lui conseiller des petits exercices qu'il pourrait faire, et on travaille sur le lien entre les pensées, les émotions et les comportements justement pour se dire par exemple, non, vas-y, allez. Petit ou gros exercice parce que, Oui, imaginons par exemple quelqu'un qui a une phobie, ça touche 20 de la oui. population. Faire de la relaxation, ça va baisser le stress en général et si on le fait et qu'après on s'expose à sa peur très progressivement, eh bien la peur va diminuer, on va se désensibiliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le côté comportemental de la thérapie comportementale. On vous donne des exercices pour changer votre manière d'agir et le côté cognitif, c'est changer votre manière de penser. Il y a par exemple, là je pense à l'agoraphobie, il y a des gens qui pensent que on peut mourir d'une phobie. C'est hyper impressionnant, on a l'impression qu'on va crever, mais on peut pas en mourir. Mmh mh. Ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent faire 10 mètres pour sortir de chez eux, mais pas 12 mètres. On va travailler sur ces pensées et tout ça, ça va se faire avec, eh bien, de jolis tableaux, des questions très précises. Tout va être très, très, très organisé
et extrêmement concret et ce qui est super quand on travaille par exemple sur les phobies, c'est qu'à la fin, bah, on n'a plus de phobie et en général, elles ne reviennent pas. Donc ce sont des thérapies qui Mmh. sont utiles et qui en plus apprennent à être calmes, par exemple. Donc c'est vraiment très, très chouette, comme approche. Hem, le, qu'est-ce qui vous joue encore des tours dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas encore, tout à fait soigné? Ce qui est pas encore tout à fait soigné, je dirais la peur que les autres, justement j'ai eu, une petite, un mini conflit tout à l'heure, avec une amie et la peur justement que les autres parlent derrière mon dos, me critiquent ou le fait de pas forcément arriver à croire quand les gens me disent quelque chose de gentil. Des fois, quand c'est des amis, on va dire ça m'était déjà arrivé de pleurer parce qu'une amie m'avait dit qu'elle avait aimé passer une après-midi, avec moi, tellement ça m'avait touchée, donc ça va être ce genre de choses-là. Ça va être aussi, je pense dans les relations amoureuses, je pense que ça va être un bon challenge aussi quand je me remettrai avec quelqu'un, ce côté jalousie, l'insécurité, d'avoir besoin d'être pas mal rassurée. Donc je dirais que c'est surtout ça. Et par rapport au TDAH, le fait de pas procrastiner les choses importantes. Là, par exemple, je dois faire un mémoire pour un diplôme universitaire que j'ai fait en pathologie psychiatrique. Je dois le rendre dans 10 jours, je l'ai pas encore commencé. Et ça me stresse et je le repousse. Et ça, je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça et je m'en sors toujours très bien avec des super notes. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est une angoisse qui est très forte. Donc j'aimerais travailler aussi là-dessus, je dirais. Bon, relaxation, relaxation, hypnose à haute dose. Merci infiniment, Merci Mélanie. à vous. Merci, d'avoir été aussi généreuse parce qu'il faut être généreuse pour partager sa vie, comme ça. Avec plaisir. J'espère, je crois que vous aurez appris des choses. J'en ai, appris, également et je voudrais, dire une évidence, finir par une évidence. On est tous dans la cour des miracles. On a tous des secrets. On a tous des problèmes. Donc, et si on arrêtait de le cacher et qu'on assumait et Ouais, qu'à la fin on se dise, bah, nos emmerdes, nos imperfections, nos pathologies, nos troubles, nos bobos grands ou forts, nos douleurs, nos traumas, c'est ça ce qui est humain. C'est ça ce qui fait de nous des êtres humains et je finirai par cette très belle phrase de Terence: «Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger». Eh bien, grâce à vous Mélanie, il y a une étrangère de moins, dans mon univers. Je vous remercie.